Chers amis, vous allez être étonnés, mais cette semaine, la farce n'est pas très tranquille. Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Et oui les copains, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous le savez, votre rendez-vous pour l'analyse politique des 7 derniers jours écoulés, c'est la farce tranquille. 152e épisode du nom, donc complètement dingue, mais épisode pas comme les autres cette semaine parce que, comme vous le savez, avec la tournée du spectacle Zinzin, nous sommes amenés à bouger un petit peu et là, nous avons 4 dates en 5 jours. Au moment où je vous parle, on va à Béziers, on va à Narbonne, on va à Foix, donc on va bien naviguer. Hier soir, on a joué à Béziers, c'était extraordinaire, et ce soir, le 5 juin, on joue à Port-la-Nouvelle. Il reste encore quelques places si ça vous intéresse, lien en description, mais c'est pas ce que je voulais dire. Et oui, parce que avec ce déplacement, t'imagines bien qu'on est obligé de quitter un petit peu le studio. C'est pas la porte à côté non plus. Donc, cette semaine, les copains, épisode un petit peu particulier. On vous emmène avec nous en tournée parce qu'il est hors de question de vous abandonner. La tournée Zinzin ne doit pas prendre le pas sur le reste et vice-versa. Le but est simple, vous offrir un épisode de La Farce Tranquille tout à fait normal, mais dans un contexte un petit peu différent. C'est ça, l'aventure juste milieu. Allez, bonne vidéo, vous allez voir, c'est surprenant. Les amis, je vous l'avais promis, je vous emmène avec moi dans la tournée. Nous sommes actuellement à Narbonne. Alors, bon, là, ça saute pas aux yeux, effectivement, ça ressemble quand même plus à une chambre d'hôtel, mais je vous l'avais promis, les amis, hors de question de sauter la farce tranquille. Alors, vous l'aurez compris, vous connaissez le bonhomme, dans la joie de partir en tournée, j'ai oublié le micro. Ouais, j'ai oublié le micro, alors 12 sons assez dégueulasses, mais pensez quand même par contraste à la voix d'Amélie Oudéa Castéra, et vous allez vous dire que finalement, ça n'est pas si pire, comme on dit. Donc, les amis, on va attaquer, comme d'habitude, ni vu, ni connu, avec le sondage de la semaine. Maintenant, ça va chier. Alors, sondage de la semaine particulier, les amis, une fois de plus, vous le savez, depuis un mois environ, l'Institut de sondage Juste Milieu a ouvert ses portes pour les Européennes 2024. Et dernier point, avant le scrutin du 9 juin, finalement, parce que là, ça arrive à toute vitesse. Et pour l'instant, du côté de l'Institut de sondage Juste Milieu, nous avons une surprise. À la première place, les Patriotes a doublé UPR avec 5456 voix. L'UPR est à 5305. La France Insoumise est 3e avec 529. Reconquête à 512. Le RN à 424, et nous, le peuple, est à 425 voix. Ensuite, c'est serré entre tous les autres partis. Encore une semaine pour participer, les amis. Lien en description, et on en reparle évidemment dès la semaine prochaine. Alors, les amis, on va attaquer avec toutes les actualités. Et d'ailleurs, j'ai mis un t-shirt, parce qu'aujourd'hui, ça va être chaud. Ouais, non, on est dans la nouveauté. Je me suis dit, je les emmène avec moi, je mets le t-shirt. Je pense que prochain bout de tournée, on sera sur un string à l'effigie de Pierre Palmade. Oui. C'est possible, on ne sait pas. C'est la surprise, mais en attendant un petit peu le contexte général, les amis, de la semaine politique écoulée. Alors, vous le savez, on est dans la dernière ligne droite, je vous l'ai dit, avant le scrutin du 9 juin, et c'est vrai que bon... on va attendre les résultats. Maintenant, je crois que ça sert plus à rien. On a compris que c'était Interville. C'était Interville, des débats organisés entre 7 et 8 personnes choisies par le système, alors qu'il y a 38 listes, des petites listes qu'on a fait débattre le 4 juin à 23h sur France 2, avec des journalistes, ils ont foutu les stagiaires. Enfin, c'était absurde. Mais tout est absurde. On est sur une confiscation démocratique, évidemment, avec cette notion, vous savez, de parité de temps dans les médias. Bon... on a compris, c'est comme la notion, si vous voulez, de chasteté dans un bordel. Voilà, on a vite compris que ça ne tenait pas la route, mais bon, bref, c'est pour ça que cette semaine, les amis, on va garder quelques petites séquences un peu sympatoches, parce que ça reste l'esprit farce tranquille, mais on fera de grandes analyses dès la semaine prochaine. Alors, je regarde vers le bas, c'est pas parce qu'il y a Mimimatic qui veut qu'on aille jouer au ballon, c'est parce que j'ai mes notes sur mon ordinateur. D'habitude, c'est à niveau, vous n'y voyez que du feu. Bon, là, je vais devoir me baisser, donc... Puis bon, il y a un effort physique, je fais du sport, ne vous plaignez pas non plus. Donc, ce que je voulais vous dire, les amis, c'est que vous avez compris, maintenant, tout n'est que tentative de buzz, déclarations complètement folles, des clashs en plus qui sentent même pas bon, qui sentent le faux, parce que on connaît les affinités, les accointances, par exemple, entre Valérie Ayer, François-Xavier Bellamy et consorts. Enfin bref, c'est le puits du fou de la connerie politique. Encore une semaine à tenir et ce sera pire. Alors sinon, toujours dans le contexte général, un petit peu d'économie. Vous le savez, les agences de notation en ce moment ont la France dans le viseur. Et ça y est, c'est officiel, la note de la France a été dégradée à AA- par l'agence Standard & Poor's. Ah oui, les agences sont américaines. Ça
Ça, c'est la règle du jeu. On ne sait pas par quelle magie, mais les agences sont américaines. Alors, c'est vrai qu'il y a un mois, il y avait déjà eu quelques menaces et la France, les journalistes avaient dit, ouais, si c'est dégradé, c'est chiant. Déjà que tout est dégradé en France, et en plus, il y a même la note, là, c'est chiant. Et Bruno Le Maire nous avait dit, non, vous inquiétez pas, ça va tenir. Ça a tenu, bon, là, ça tient pas. Là, ça a été dégradé. Et Bruno Le Maire a réagi, le 1er juin, il a fait une vidéo. Il a dit que c'était toujours pas de sa faute. La note de la France, elle a changé parce que notre niveau d'endettement a augmenté. C'est la raison principale de la décision de Standard & Poor's. Et notre niveau d'endettement, il a augmenté parce que nous avons sauvé l'économie française face à la crise du Covid et face à la crise de l'inflation. C'est un choix que je revendique. Alors, c'est vrai qu'il est ministre de l'économie. Et les gens, par complotisme, se disent, putain, quand même, c'est de son ressort, tu vois. Non. Il a expliqué que non, et il a dit également, alors, bon, on connaît la guinguette, on est quand même pas les plus malins dans la farce tranquille, mais on voit à peu près ce que ça veut dire. On a une nouvelle promesse de Bruno Le Maire qui ne sera pas tenue. Il a déclaré également, il n'y aura pas de rigueur, il n'y aura pas d'austérité. Ça va encore finir dans le renflement brun, cette histoire. Sinon, le contexte Israël-Palestine, vous le savez, toujours plus compliqué. On a eu les histoires de drapeaux palestiniens à l'Assemblée nationale. La France insoumise a remis le couvert il y a quelques jours dans une scène qui, ça devient lamentable. Rachel Keke qui a brandi le drapeau. Les députés LFI étaient habillés aux couleurs du drapeau palestine, donc rouge, vert, noir. En face, les députés LR avaient tous mis leur écharpe tricolore. Enfin, c'est un stade de foot. C'est un stade de foot, mais autour de gens qui meurent, en fait. Voilà, donc ça devient un petit peu particulier quand même. On a des accusations d'antisémitisme à tous les niveaux, c'est-à-dire que Meyer Habib, aux dernières nouvelles, s'est cogné un doigt de pied dans un meuble Ikea. Apparemment, c'était une bibliothèque Billy antisémite, donc ça devient un petit peu compliqué. Et on a quand même une information de très haut niveau de l'Express du 30 mai qui nous apprend quelque chose d'intéressant. À l'heure où tout est antisémite, comme je viens de vous le dire, on a l'Express qui révèle un morceau d'échange entre Emmanuel Macron et Netanyahou en date du 22 avril 2024. Macron a dit à Netanyahou, « Tu mens comme un arracheur de dents ». Et là, Meyer Habib n'a rien dit. Là, il a dit c'est bon, il a dit ça va. Alors, Macron est-il antisémite? C'est la question que je pose parce que c'est vrai que là, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué si le président lui-même sombre là-dedans. Moi, je sais pas. Voilà. Ou alors, ce que je me suis dit, est-ce un aveu? Parce qu'aucun média n'a relayé. L'Express a révélé ça, aucun média n'a relayé. Est-ce un aveu du fait que les médias créent des fausses polémiques pour scinder plus que jamais les camps, pour scinder les opinions, mettre de l'huile sur le feu, et que parfois il y a des déclarations plus graves qui ne sont pas montées en épingle. Est-ce que tout ça serait un jeu médiatique construit de sorte à diviser les gens? Je m'interroge. Du côté de la République En Marche, les amis, alors vous le savez, on a de la suite dans l'affaire Thévenot, Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, aux méthodes de management que certains diraient épicées. Voilà, ça avait été révélé ces dernières semaines, notamment par Mediapart, qui avait expliqué que la grande majorité du cabinet de Prisca Thévenot avait démissionné, et Prisca Thévenot avait des déclarations pas sympas. Je vous lis, c'est pas moi, donc si YouTube bloque la vidéo, moi je ne fais que relire les propos de Prisca Thévenot. Elle a insulté une de ses collègues de petite pute, et elle a dit je vais te plaquer au mur, à une autre personne. Donc on est sur des méthodes effectivement pas dingues, mais elle a reçu le soutien, ça c'est une enquête qui était sortie il y a quelques jours, elle a reçu un SMS de soutien de Gabriel Attal, voilà. Donc qui soutient sa porte-parole accusée de faits de harcèlement, dans un contexte où la lutte contre le harcèlement est la grande cause de Gabriel Attal. Là j'ai pas de blague. Alors, le 31 mai, Prisca Thévenot a quand même répondu, parce qu'il y a des médias qui ont dit, bon, à un moment donné, il faut lui poser la question, et elle a dit, je n'ai aucun commentaire à faire. Je travaille pour Mediapart. En l'espace de quelques jours, vous avez perdu la quasi-totalité de votre cabinet, soit 7 collaborateurs, qui pointent tous un comportement problématique de votre part, évoquant notamment des insultes, putes, cons, débilos et autres, et de la souffrance au travail, la lutte contre le harcèlement étant un des piliers de la politique actuelle du gouvernement dont vous êtes la porte-parole. Comment justifiez-vous de tels comportements? Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je n'ai aucun commentaire à faire. Malgré le fait que Matignon ait été mis je viens de vous répondre. Par des signalements écrits, pardon, j'ai une relance par des signalements écrits, est-ce que vous avez été convoqué par le Premier ministre pour discuter de ça? Je viens de vous répondre. C'est pas assez important pour justifier vos comportements? Merci, madame. Sinon, l'étape de montagne de la semaine, c'est Valérie Ayer, qui a très envie d'être ailleurs, justement, parce que là, vraiment le supplice touche bientôt à sa fin, mais
C'est une catastrophe. Un pêle-mêle, quelques petites séquences pour vous dire que les derniers jours là de Valérie Ayer, c'est vraiment un chemin de croix. Hein. Le 29 mai, par exemple, regardez ce malaise lors de l'un de ses meetings. C'est toute l'Europe qui va s'enflammer. Allez, 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 allez. C'est une catastrophe. Même à mes goûters d'anniversaire chez Buffalo Grill, quand j'avais 8 ans, il y avait beaucoup plus d'ambiance. Beaucoup plus. Hein. C'est nous, les petits Indiens. Et bon, le grand débat, il y a eu un grand débat sur CNews le 30 mai, parce qu'il y a des grands débats tous les soirs, en fait, avec les candidats choisis par le système. On les voit plus que les ch'tis à Mykonos. Pour faire la différence, c'est que t'en as qui... Alors, tous se reniflent le cul, ça je sais, mais t'en as après qui s'en mangent à la fin de la soirée. Et normalement, dans les débats politiques, ils font pas ça. Mais c'est la seule différence avec les candidats de télé-réalité. Et sur CNews, le 30 mai, bon là, Valérie Ayer, elle a sombré dans le complotisme. Je suis désolée. Alors pareil, pêle-mêle, hein, autre séquence dans le Parisien du 2 juin. Vraiment, tu te dis quand ça veut pas, ça veut pas. Elle a essayé de contacter Sarkozy pour aller manger avec lui, le rencontrer, tu vois. Sarkozy l'a dit non, j'ai pas le temps, je veux me tenir loin de la politique. Voilà. Alors le Parisien révèle que Sarkozy avait mangé avec Nadine Morano le 24 mai, donc quelques jours plus tôt. Donc vraiment, tout le monde lui chie à la gueule. Hein. Vraiment, c'est une catastrophe. Alors l'humiliation jusqu'au bout. Et là, c'est vrai que j'attends des nouvelles des néo-féministes parce que sont en vacances, parce que il y a eu un autre grand débat sur France Info le 3 juin, et là les candidats choisis par le système étaient invités un à un, tu vois, à tour de rôle comme on dit, et Valérie Ayer elle commence, et oui, voilà. Et là tu sais pas pourquoi t'as Gabriel Attal qui sort des coulisses. Si, et il arrive, il prend le micro, il parle, il continue. Regarde. J'ai un invité un peu spécial que vous connaissez bien, Valérie. Je crois que je le connais un peu, oui. C'est le Premier ministre de la France, Gabriel Attal. Bonjour, je suis désolé, je fais irruption sur la scène. Monsieur le Premier ministre. J'étais en interview juste au-dessus à l'instant. C'est complètement imprévu. Hein, On m'a dit que Valérie était là, et donc je suis venu d'abord pour voir Valérie. On passe beaucoup de temps ensemble en ce moment. Vous êtes un peu inséparables, oui. Oui, et puis surtout, je suis venu adresser un message parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de jeunes. Effectivement, je les vois, et c'était très important pour moi de venir vous dire un petit mot, venir encourager Valérie à un moment où les élections européennes approchent. Dimanche prochain, les Européens seront appelés à se prononcer. Ouais, non, vraiment, là, on est sur de l'humiliation. J'ai connu des levrettes beaucoup plus respectueuses. Alors, il faut quand même analyser ça, parce que se foutre de la gueule de Valérie Ayer, je trouve ça de plus en plus facile, et de plus en plus trompeur. On en avait déjà parlé ces derniers jours. On voit bien que la Macronie est aux abois. C'est-à-dire qu'ils nous sortent le Joker Attal, qui lui-même d'ailleurs devait être remplacé par le Joker Macron, qui voulait faire un débat avec Marine Le Pen. Ça ne va normalement pas se faire, mais pour vous dire à quel point, genre, à ce rythme-là, ils vont aller chercher Joe Biden pour débattre avec Bardella. Je sais pas comment ça va finir, mais c'est assez absurde. Mais je pense sincèrement que, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines en arrière, Valérie Ayer était vraiment un pare-feu qu'ils ont envoyé au casse-pipe pour se faire détruire, faire oublier un temps tous les délires et toute l'incompétence des autres membres du gouvernement. Et je crois que Valérie Ayer n'était tout simplement pas prête. Elle est pas plus nulle que les autres. Hein. Vraiment, si vous faites un match avec Prisca Thévenot, Bruno Le Maire et Gabriel Attal, je vous assure, il n'y a pas 6-0 à la fin du match. Donc, on s'acharne sur elle attire vraiment toutes les attentions, mais le problème n'est pas là. Ils l'ont volontairement envoyée au casse-pipe, et rappelez-vous la promesse d'Emmanuel Macron, soyez fiers d'être des amateurs. Donc, plus que jamais, Macron veut éviter d'avoir des Isnogoud qui voudraient être calife à la place du calife, donc il envoie des pompes à vélo pour montrer à quel point lui est brillant. Sauf que même ça ne marche plus. Quand Macron intervient pour essayer de sauver les dossiers, que ce soit la Nouvelle-Calédonie, Israël, la Russie, ma grand-mère qui a de la toux, Emmanuel Macron intervient en pensant qu'il va tout régler. Les gens ont bien compris qu'il était nul aussi. Et que le contraste avec les incompétents dont il s'entoure ne fonctionne plus. Pour revenir aux européennes et pour dire Valérie Ayer, vous avez compris dans cette logique vraiment de pare-feu, je crois sincèrement que Attal va sauter avec les européennes. Ouais. Si, parce que ça marche pas. Il l'a envoyé aux européennes, les gens s'en foutent. Gabriel Attal, les gens s'en foutent complètement. Mon petit pronostic, alors on sait ce que ça vaut. Hein. J'avais dit que Mbappé signerait à Saint-Etienne. Donc, t'as vu, j'ai mis l'équipe. C'est Madrid, finalement. Et je pense que Attal va sauter avec la branlée que LREM va prendre aux européennes. Et on va avoir un Premier ministre des Républicains. Hein, ça bruisse, hein, la lettre Politico nous en a parlé il y a quelques jours. Ça bruisse d'une alliance entre LR et LREM pour définitivement détruire la droite. Donc, je vous pronostique ceci. D'ici 3 mois, nous aurons un Premier ministre LR pour faire disparaître la droite. Et Attal disparaîtra aussi très très loin.
Sinon, du côté de la France insoumise, un Manon Aubry qui crache enfin le morceau sur CNews, grand débat du 30 mai. Regarde ce qu'elle considère pour les sans-papiers, enfin les métiers qu'il faut. Ah ouais, vive les sans-papiers. Voilà, ça c'est la ligne de la gauche post-mitterrandienne, pour reprendre les termes de Monsieur Michel. Jean-Claude Michel, ça allait m'échapper, mais je me suis bien rattrapé. Jean-Claude Michel qui parle de la gauche post-mitterrandienne, cette gauche humaniste qui voit dans la nécessité de régulariser les sans-papiers l'intérêt d'une armée de réserve du capital pour faire tous les boulots de merde. C'est-à-dire qu'on défend les étrangers, mais faut faire livreur, Uber Eats et compagnie. À aucun moment elle ne considère que des sans-papiers peuvent faire médecin, ingénieur, cadre, non. C'est les métiers de merde. Donc c'est vrai que même le MEDEF ne pense pas à ça. Hein, le MEDEF, quand ils écoutent Manon Aubry dire ça, ils s'endorment avec une main dans le caleçon. Non, c'est pour vous dire à quel point on en est. Sinon, on a le cauchemar d'Ercilia Soudé, alors députée LFI, qui nous a révélé que quand elle avait 4 ans, ou 8 ans, j'ai un doute, elle rêvait de Jean-Marie Le Pen. Mon père, qui est journaliste politique, a été agressé par l'extrême droite. Et il a fini à l'hôpital. Et ça m'a tellement heurté que l'enfant que j'étais en cauchemardait la nuit. Et évidemment, avec ma conscience d'enfant, c'était compliqué de me représenter ces gens. Et moi, tout ce que je savais, c'est qu'il y avait Jean-Marie Le Pen. Donc forcément, c'était l'image de Jean-Marie Le Pen que je voyais dans mes cauchemars. Et que je voyais littéralement au-dessus de mon lit, là, comme ça. Imaginez la scène. Du côté des Républicains, on a une analyse qui vaut 1000 mots. Finalement, je pourrais vous montrer plein de séquences, mais c'est Luc Ferry, avec tout ce qu'on peut penser quand même sur le bonhomme, mais qui, sur ce coup-là, a eu un éclair de lucidité sur CNews le 2 juin. Il a dit « Je pense que le parti LR est mort parce qu'ils sont trop bêtes pour comprendre ce qu'il se passe. » Moi, je suis un vieux gaulliste de toujours. Voilà, je changerai pas. Moi, mes candidats, c'est Xavier Bertrand, c'est David Lisnard, c'est des gens comme ça. Voilà. Je pense que le parti LR est mort parce qu'ils sont trop bêtes pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Trop bêtes, c'est-à-dire ils sont d'une bêtise cosmique, ouais. Pas mieux. Hein. C'est pour ça, on va pas s'éterniser. Alors, je vous ai fait mon petit pronostic. Je pense que les LR sont sur l'autoroute pour une alliance vers LREM, qui est leur dernière possibilité de survie. On le sait, Bellamy va prendre une branlée. La question, c'est de savoir s'il va prendre un écart s'il va avoir un score plus ou moins important qu'en 2019. Je pense que ce sera un peu moins important encore, pour vous dire. Donc, la bouée de sauvetage maintenant de LR, c'est d'aller définitivement se comporter comme des animaux de compagnie de LREM. Peut-être pour ça qu'il les faisait voter déjà par le passé. Du côté du Parti Socialiste, alors tout part en bibe malgré l'espoir Glucksmann. Bon, il y a 3 semaines, Glucksmann, on ne savait pas qui c'était, mais là, ils nous disent dans les sondages, il est à 130%. Et il y a un autre espoir au PS. Ouais. La Tribune dimanche du 2 juin nous dit « François Hollande, maintenant ou jamais ». J'ai pas de blague. Enfin, j'essaie d'en faire un métier, de faire des spectacles sur scène, peut-être on rigole et tout, mais là, j'ai pas... Non, François Hollande qui reviendrait, qui serait l'espoir du Parti Socialiste, bon... Pourquoi pas. Et sinon, le 30 mai, on a Anne Hidalgo qui essaie encore de nous dire quelque chose, mais on comprend pas. Eh bien, on s'est battu, on s'est engagé sur ces engagements que vous portez, que Raphaël porte au niveau européen, et toi aussi, Nicolas. On s'est engagé sur quoi? Sur l'écologie, sur la justice climatique, sur la pollution de l'air. On s'est engagé, et le résultat, c'est quoi? 2 fois plus de logements sociaux aujourd'hui à Paris. C'est ça ce que permet une équipe de gauche. Et puis sinon, du côté d'Europe Écologie Les Verts, alors va-t-on enfin assister avec les européennes à la fin de la supercherie des écolos? On a eu des choses intéressantes dans Libération du 3 juin par exemple. On apprend que la liste menée par Marie Toussaint se rapproche de la barre des 5%, ce qui signifierait la disparition du groupe écolo au Parlement européen. Les gens sont en train de comprendre que écolo, c'est pas un parti politique. Écolo, c'est une idée, c'est des convictions, ce sont des actions au quotidien. Pourquoi il y a un parti politique qui a fait une OPA là-dessus et qui dit c'est nous les écolos. Toi, t'es de droite, t'es pas écolo. Pourquoi en fait? Et c'est vrai que les gens sont en train de le comprendre. Donc il y a une hype, il y a une grosse tendance fut un temps. Ça ne marche plus, ça ne marche plus. Et pour te dire, ils s'en rendent compte aussi. T'as la sénatrice Europe Écologie Les Verts, Mélanie Vogel, qui a dit le 9 juin, tout ce que l'Europe compte de féministes, de démocrates, de LGBT, d'antifascistes doit être dans les urnes, car ce sont nos vies qui sont en jeu. Je crois qu'ils abusent un petit peu quand même sur les arguments. Ça fait un petit peu beaucoup. Et puis t'as une autre phrase citée toujours dans cet article qui résume tout finalement, qui nous disent pas d'écologie sans les écologistes. Vous avez compris la logique. Et les amis, comme d'habitude, vous le savez, on va finir avec les pépites de la semaine.
Valérie Ayer a une idée extraordinaire. Si vous n'avez pas de pognon pour payer le contrôle technique de votre bagnole, achetez une voiture électrique. Écoute, ouais, non, j'ai plus envie qu'on se foute de sa gueule, mais on a quand même envie. On a quand même un petit peu envie. Et puis sinon, Valérie Pécresse, hein, impossible de ne pas en parler, qui fait le show au Conseil d'Île-de-France. Hein, vous allez voir, c'est extraordinaire. Hélicoptère, volocoptère. Diesel, électrique. Pollution, pas pollution, bruit, pas bruit. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir des rapports pour le dire. C'est du bon sens. Ah, elle en a plus rien à foutre. Je rêve d'un octogone Pécresse-Hidalgo. Même pas un octogone, un débat. 1 heure, 2 tasses de thé, on se régale. Enfin, voilà les amis pour cet épisode particulier, 152e épisode de La Phare Tranquille. En déplacement, vous le savez, voilà, je vous emmène avec moi dans la tournée. C'est que du bonheur les copains. Pour finir un petit peu là-dessus, hein, sur les dates qui arrivent, dès ce soir, je jouerai donc à Port-la-Nouvelle. Il reste encore quelques petites places, mais c'est du direct. La vidéo sort à 18h, on joue à 20h. Ça va être compliqué, mais après on va pouvoir se retrouver à Liège, les amis, 27 et 28 juin. Il reste encore des places pour nos amis belges. Donc voilà les amis, on va bientôt retrouver le studio. Hein. Je vais pas faire toute ma vie sur les routes, vous inquiétez pas. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos de Juste Milieu ou vous abonner. Et moi je vous embrasse, à très bientôt.